Je vois Emmanuel Chartier-Cassler qui est prêt à introduire. Monsieur, eh bien, j'ai le plaisir d'introduire Monsieur Chartier-Cassler, donc, de Paris, qui va nous parler de la neuromodulation et de la neurostimulation dans la prise en charge des dysfonctions vésico-sphinctériennes. Vous m'entendez là? Oui. Bonjour Emmanuel, nous t'entendons très bien. Et vous voyez la diapositive? On la voit. Ah, parfait. Merci. Merci à tous les académiciens de Colmar qui m'ont proposé de participer à cette session. Je suis désolé de ne pas être venu parmi vous, même si je ne suis pas très loin, mais les conditions de travail sont actuellement complexes et là, s'absenter régulièrement devient difficile. Donc, grâce au Zoom, je vais vous faire une présentation qui redescend un peu sur terre par rapport à la présentation précédente que j'ai adorée et qui malheureusement risque d'apporter un peu de déception dans le sens où je vais peut-être revenir un petit peu plus, bien sûr, sur l'innovation dont on a profité pour la prise en charge du trouble vésico-sphinctérien, mais également sur le fait que tout ceci nous oblige, il faut juste que j'arrive, voilà, nous oblige à avoir des outils qui soient validés. Alors, les urologues ont toujours adoré la stimulation et j'aime toujours cette diapositive qui était une radiographie d'un dossier du patient du service des années 65, où nos maîtres, en l'occurrence à l'époque pas encore à la PT, le professeur Kuhn et ses collaborateurs, le professeur Dick Kerper, avaient mis en place le stimulateur de Caldwell. C'était déjà des électrodes placées sur le muscle détrusorien, un récepteur sous la peau placé ici, qu'on ne voit pas très bien sur la radio, et un émetteur externe dans le but de faire contracter la vessie. Donc là, on était dans de la myostimulation et pas de la neurostimulation, qui est le sujet du jour, mais c'est déjà pour vous dire que l'idée des urologues et de toutes les spécialités tournant dans le petit bassin d'améliorer la fonction vésico-sphinctérienne avec de l'électricité avait déjà cours. Alors aujourd'hui, en fait, on doit rendre deux hommes et on va parler de M. Tanago à gauche et de M. Brindley à droite, qui sont des deux hommes qui ont travaillé de façon concomitante historiquement dans la deuxième partie du XXe siècle et qui ont développé des thérapies complètement différentes qui font l'objet de la présentation du jour. Alors, la première chose dont on va parler, c'est la différence entre neurostimulation et neuromodulation. Alors, il y a le concept général, stimuler, ce qui veut dire vraiment envoyer des impulsions dans le but de déclencher une contraction musculaire transmise par l'influx nerveux qui est stimulé, le nerf est stimulé complètement. Et en fait, c'est la thérapie de M. Bradet, sur laquelle je vais revenir un petit peu, qui a pour objectif d'obtenir une mission chez traumatisme médulaire complet. Vous allez voir très peu d'indications, mais un concept très intéressant. En parallèle, Émile Tanago, sur la côte californienne, a développé la recherche sur la neuromodulation sacrée, qui a consisté effectivement à stimuler un nerf, mais en fait, quand on regarde son projet de recherche, au départ, il coupait des nerfs, il cherchait à cibler des nerfs spécifiques, et puis après ça, il s'est aperçu qu'il ne fallait surtout pas couper de nerfs, mais appliquer une stimulation sur un nerf en le recrutant pour ce qu'il pouvait nous apporter. On va parler de la stimulation sacrée S3. Et ces deux équipes ont travaillé en parallèle, et on voit que l'une a abouti à une thérapie très invasive pour une population spécifique, les problèmes cellulaires, et l'autre, au contraire, s'est orientée vers quelque chose de moins invasif possible, avec des indications beaucoup plus larges et forcément plus difficiles à évaluer. Alors, le Brindley, c'est l'application d'électrodes mises sur les racines antérieures des racines sacrées de S1 à S5, avec comme objectif qu'en mettant sur les racines antérieures des électrodes CUF, on va pouvoir, en envoyant une décharge, obtenir une contraction de tous les muscles dépendants de ces racines. Et pour faire court, parce qu'on n'accorde pas beaucoup de temps, il y a la technique intradurale et la technique extradurale pour l'implantation, sachant que les grands promoteurs qui sont M. Brindley lui-même et son élève qui a été cité tout à l'heure, M. Sauerwein à Bad Wildungen, aujourd'hui décédé, sont ceux qui ont implanté le plus de neuromodulateurs et développé toutes ces variantes techniques chirurgicales. Donc, le principe de la chirurgie, quelle qu'elle soit intradurale ou extradurale, et c'est ça qui est absolument génial, c'est obtenir une contraction du détrusor pour permettre la mission du paraplégique grâce à une impulsion électrique majeure sur toutes les racines antérieures des racines sacrées. Mais, et c'est le problème du paraplégique, pour qu'il puisse stocker, il ne faut pas uniquement envoyer des courants pour vider la vessie, il faut que la vessie soit flasque dans la période dite de stockage. Pour ça, on entraîne une dénervation par section des racines postérieures. Donc, dans la même intervention chirurgicale, on va couper les racines postérieures des racines sacrées, on va couper toutes les afférences qui vont supprimer le retour d'information de la vessie hyperactive du paraplégique. Donc, la vessie devient flasque
Et c'est la première idée géniale de cette thérapie. Et la deuxième partie, c'est l'électrode qui est mise sur les racines antérieures. Il y a un récepteur sous la peau, un émetteur externe qui est ce boîtier. Et quand le patient a besoin d'uriner, il va envoyer des impulsions en plaçant l'émetteur qui est extérieur devant le récepteur sous-cutané. Ça va envoyer l'impulsion et permettre la contraction vésicale. Alors, bien sûr, c'est une contraction qui n'est pas élective sur le diffusor. Ça stimule tout ce qui dépend des racines sacrées. Donc, ça entraîne d'abord une spasticité des membres inférieurs, une spasticité du périnée, mais comme on ne peut pas sans savoir que le muscle strié va s'épuiser dans son effet avant l'arrivée de la contraction du musculus. Une fois que les muscles striés sont épuisés par cette contraction maintenue, ils vont se relâcher et ça va permettre à l'urine de passer dans l'urètre qui est désormais ouvert. Donc voilà une image de stimulateur en sous-cutané. Ça, c'est la partie du récepteur sous-cutané. Et donc, c'est quand même une machinerie qui est assez artisanale au départ. Et voilà le système externe. Alors aujourd'hui, quel est le problème qu'on a avec cette thérapie? Cette thérapie oblige à couper les racines postérieures parce qu'il faut bien mettre la vessie au repos pour qu'elle soit en stockage à basse pression. Et peu de patients l'acceptent. Et les patients qui sont les candidats sont des paraplégiques complets qui ont déjà, j'allais dire, perdu toute sensibilité en dessous de l'adhésion médulaire. Donc, très peu de patients aujourd'hui l'acceptent. Et si, par ailleurs, moi-même, je vais aller me former de cette thérapie, je vais aller me former en 99 à Bad Windungen et en 2000, le toxine est arrivé, ce qui fait que cette thérapie a perdu un peu de place, même si aujourd'hui, il reste quelques centres qui la font, en France notamment, à Nantes, qui est devenu le centre de référence auquel on envoie tous nos patients. Il y avait notre collègue Ving, à Bordeaux, et puis historiquement à Paris, il y avait notre collègue Depp, mais je crois qu'on ne le fait plus. Et donc, c'est une thérapie qui est un peu en perte de puissance, en plus du matériel qui dépend de la société Finetech qui est revenue en Angleterre, mais ça a beaucoup changé de propriétaire. Donc ça, c'était la neurostimulation, indication très cernée et petite population. La neuromodulation, c'est complètement différent. Je reprends ce schéma pour revenir sur les racines antérieures et postérieures. Dans la neuromodulation, je ne vais pas m'intéresser aux deux racines des cornes de la racine sacrée, je m'intéresse au tronc de la racine sacrée, je mets une électrode sur la racine, et l'objectif, c'est en stimulant la racine, d'obtenir une stimulation des afférences qui va donc passer vers la moelle épinière et en fait, on en a la preuve maintenant, remonter vers le centre de contrôle de la miction qui est dans la protubérance et le centre, ce qu'on appelle le centre de contrôle de la miction, Continuum Micturition Center, et c'est par le biais des stimulations afférentielles qui remontent dans l'intracérébral qu'on va pouvoir moduler le réflexe fonctionnel. Donc là, on n'est absolument pas invasif, on introduit l'électrode, mais on ne coupe aucune racine associée. Et alors, je pense que c'est quand même un petit modulo qu'on peut mettre aux présentations précédentes que j'ai adoré par leur caractère innovant, c'est qu'aujourd'hui, en médecine, nous ne pouvons pas utiliser un matériel implanté dans une indication spécifique sans qu'il ait obtenu un marquage CE et une validation clinique. Vous avez ici un panel extraordinaire de l'historique du matériel de chez Medtronic pour la neuromodulation, avec l'historique mallette de réglage des années 95, jusqu'aujourd'hui, le sens que le patient a avec lui, du stimulateur qui tenait 7 ans environ jusqu'au Intersim 2 qui va à 5 ans et maintenant le micro qui est rechargeable, des électrodes qui étaient autrefois des électrodes fixées au périos avec une voie ouverte, qui sont devenues aujourd'hui des électrodes percutanées à ailettes. Tout ça, ce sont des développements de matériel qui exigent des sociétés capables de faire ces développements. Et d'ailleurs, notre collègue Kosover, qui pourra probablement argumenter là-dessus, n'a probablement pas pu beaucoup prolonger ses travaux de stimulation extraordinaires sur les électrodes placées par voie laparoscopique, notamment pour des raisons de marquage et de développement de l'industriel. Alors après Medtronic est apparue une autre société, la société Axonix, qui a développé un matériel similaire avec un système d'électrodes à ailettes et de stimulateurs rechargeables. Donc là, on ne change plus la batterie tous les 3 ou 5 ans, donc le patient recharge avec un système de ceinture et de recharge extérieure. On rejoint le système de transmission de recharge comme l'avait fait Brindley avec son stimulateur. Malheureusement, la société Axonix, c'est une société américaine qui a une forte perception de ce qu'est le retour sur investissement. Et après avoir obtenu l'accord de la HAS pour commercialiser en France, ils ont trouvé que le prix obtenu, alors que le système est extraordinaire, n'était pas suffisant pour leurs revenus propres. Ils se sont donc retirés totalement du marché français en abandonnant les patients que nous avions implantés. Toujours est-il que si on prend un peu de recul et qu'on sort des histoires franco-françaises, nous avons 2 produits aujourd'hui disponibles pour la neuromodulation sacrée.
Alors, quel est le principe? Eh bien, le principe, c'est je vais recruter des afférences pour essayer d'obtenir une action inhibitrice. Alors, on avait imaginé une action inhibitrice du système sympathique d'Orson-Lambert, notamment parce qu'au départ, ça s'affiche chez des paraplégiques. On a imaginé une neuroplasticité dans la stimulation chronique sacrée au niveau de la moelle, parce qu'on a pour ça des immunomarquages de la protéine C-feu et son expression dans le ganglion dorsal de la moelle. Mais en fait, aujourd'hui, on a des preuves par imagerie qu'en fait, la neuromodulation sacrée agit avec une activation de centres situés dans la protubérance, en imagerie fonctionnelle assez d'ailleurs étonnante, très complexe à faire. Et aujourd'hui, la neuromodulation s'applique surtout aux patients qui ont une moelle épinière et un système nerveux central intègre, contrairement à la stimulation sacrée, à la neurostimulation de chez Brindley. Alors, c'était juste pour vous donner des images un petit peu plus grossies de ce que c'est électrode. En fait, quand on dit électrode, c'est un groupement d'électrodes sur une même barrette en silicone. Et donc, à chaque fois, ce sont 4 fils à l'intérieur de l'électrode, donc c'est assez fragile. Ça s'introduit par voie percutanée. Et il faut reconnaître qu'autrefois, où on l'implantait chirurgicalement, c'était invasif. C'est les années 95 à 2000 en France. L'arrivée des électrodes percutanées développées par notre collègue italien a permis de simplifier la technique et de faire sous anesthésie locale pour l'implantation. Alors, quelles sont les indications? Aujourd'hui, les indications sont celles qu'on doit suivre les recommandations de la HAS, qui sont des recommandations internationales. La France ne fait que suivre et être en parallèle de développements internationaux, sachant que la France n'est pas en reste pour ce qui est à la fois d'une reprise prospective, que j'ai eu l'honneur de mener pour les collègues en France et qui sont en train de publier avec 3 et 5 ans de recul, permettre d'entretenir le remboursement, et puis pour ce qui est d'avoir participé aux études de phase 2 et 3 au début de la thérapie. Et aujourd'hui, ça s'adresse d'abord aux gens qui souffrent d'hyperactivité de vessie avec ou sans incontinence, et paradoxalement aux rétentions chroniques qui ne soient pas liées à une dysynergie sur le paraplégique, qui sont liées à des hypertonies du strié, dont vous ne me demanderez pas l'étiologie parce que c'est un sujet de recherche sans fin. Disons que ce sont des rétentions chroniques chez des patients qui n'ont pas de trouble de la contractilité vésicale, mais qui ont manifestement un trouble de la coordination vésico-sphinctérienne sans qu'on en connaisse la raison. Et bien sûr, cela n'exclut pas les troubles comportementaux. Cette thérapie, elle s'applique forcément en échec des traitements de première ligne. Et aujourd'hui, cette thérapie est remboursée. Elle est remboursée dans les 2 matériels disponibles. Et nous n'avons pas le droit, nous, en tant que praticiens, d'utiliser ce matériel dans d'autres indications. Si je dis ça, et je n'ai pas mis la diapo volontairement, c'est que nous avons travaillé sur l'application du nerf pudendal, qui est particulièrement intéressante, puisque le nerf pudendal étant une convergence des racines sacrées, et j'ai adoré les travaux anatomiques présentés tout à l'heure par notre collègue, si on implante une électrode sur le nerf pudendal, on devrait recruter plus d'afférences d'un seul coup avec une seule électrode mieux placée. Le problème, c'est que pour placer l'électrode au pudendal, il faut valider la tolérance et la safety. Et que, alors que d'ailleurs, on a publié des travaux anatomiques dans European Neurology il y a 20 ans à ce sujet, on se préparait à ça. Et bien, tout s'est arrêté parce que l'industriel n'a pas voulu faire les travaux de marquage de l'électrode. Donc, je reviens maintenant sur les recommandations concernant l'utilisation de neuromodules sacrés, et c'est forcément en échec des traitements conservateurs. Alors, j'avance un tout petit peu pour vous dire que quand on dit échec des traitements conservateurs, c'est parce que nos traitements conservateurs dans l'hyperactivité de vessie ont des anticholinergiques qui ont beaucoup d'effets secondaires. Et effectivement, on a beaucoup de patients qui les arrêtent et qui, du coup, peuvent vouloir aller vers ces thérapies, certes peu invasives, mais qui nécessitent la mise en place d'un boîtier avec son changement. La rétention d'urine, c'est un domaine extraordinaire parce que quand ça marche, c'est très on-off. Il faut savoir que le taux de réponse des patients qui ont une rétention qui va répondre à la thérapie par neuromodulation, quand je dis répondre, c'est-à-dire se supprimer le taux de sondage, c'est moins de 30%. Et encore, la durabilité dans le temps n'est pas assurée, sauf dans une maladie qui s'appelle le syndrome de Fuller, maladie très spécifique de dysfonctionnement probablement neuromusculaire du sphincter strié, pour lequel la neuromodulation a clairement un intérêt majeur. Mais vous voyez, dans les mégavessies congénitales, la neuromodulation sacrée n'apporte pas d'amélioration de la vidange. Alors, depuis ces applications urologiques, d'autres indications dans la région pelvienne se sont développées. Il y en a une qui est l'incontinence fécale depuis 2011, et nos collègues chirurgiens gastro-entérologues ont tiré un bénéfice majeur de cette thérapie avec un développement extraordinaire dont la France n'est pas en reste. Et la chance de faire partie du groupe multidisciplinaire européen à ce sujet-là. Eux, ils sont dans un domaine où ils n'avaient pas de traitement, et ça s'applique même pour les patients qui ont des défauts sphinctériens anaux,
et des incontinences anales d'origination sphinctérienne ou pour lesquelles la neuromodulation semble avoir un très grand intérêt. Alors ensuite, il y a un autre domaine, la douleur vésicale et la douleur pelvienne, pour laquelle il n'y a pas en France d'AMM. Les Américains l'ont. Et vous savez, c'est toujours compliqué de savoir si la douleur pelvienne induit la pollakiurie ou si la pollakiurie induit la douleur. Donc, effectivement, on a des patients implantés en France sous l'étiquette pollakiurie ou hyperactivité de vessie, qui sont des douleurs associées, sans qu'on connaisse très bien l'efficacité, qui reste douteuse et très difficile à évaluer parce qu'on est dans le domaine de la douleur. Donc, les troubles mictionnels et la neuromodulation sacrée, notre cœur de cible, c'est l'hyperactivité de vessie, idiopathique, et aujourd'hui, après échec des traitements médicaux. Et comme je vous le disais, on a pas mal d'imageries fonctionnelles qui sont apparues, qui permettent de montrer que le centre de contrôle de la miction est bien situé dans des régions bien spécifiques que les neuroanatomistes présents dans la salle détailleront mieux que moi. Là, j'avoue que je ne fais que reproduire les images de mes collègues. Mais mon collègue Bertil Bloch a travaillé beaucoup à Londres avec Clara Fuller. Ils ont fait beaucoup d'imagerie fonctionnelle. Les travaux sont complexes à faire parce qu'il faut beaucoup de temps pour interpréter les images, mais ça a permis de démontrer la preuve du concept que la neuromodulation sacrée agit par stimulation des inférences. Et donc, quand on parle de stimulation d'inférences, on va voir comment éventuellement on peut les recruter autrement que par le nerf sacré. Alors, qu'est-ce qu'on sait stimuler? Et ça sera bientôt mes dernières diapositives. Eh bien, nos maîtres et nos anciens, je vous ai mis ce petit tableau que j'avais l'habitude d'utiliser pour des cours sur la neuromodulation, et ça a été évoqué tout à l'heure, hein, la stimulation sur le nerf thyroïdien, la stimulation sur le nerf dorsal de la verge. Tout ça, ça permet d'inhiber une activité musicale pathologique. Et puis, bien sûr, il y avait la stimulation pour la rétention par Saxtorph en 1878, ça précédait les travaux de Caldwell. Le problème de tous ces vieux travaux, c'est qu'ils s'appliquaient de façon aiguë et sans application chronique de l'électrode, qui reste le problème majeur pour des stimulations de petits nerfs, situés certes de façon plus accessible, mais on n'a pas les moyens. Alors aujourd'hui, on peut utiliser un autre système qui est la neurostimulation du nerf tibial postérieur. Et j'aime bien cette diapositive qui permet de retrouver des points d'acupuncture situés dans la région du nerf tibial postérieur et qui avait été utilisé pour traiter différents troubles urologiques. Et donc, effectivement, aujourd'hui, quand on utilise la stimulation du nerf tibial postérieur, il y a une logique préférentielle. Et donc, en plaçant une stimulation soit par ponction à l'aiguille, soit par électrode patch, soit par un système implanté au niveau du nerf tibial postérieur, on va, pour des raisons neuroanatomiques, recruter des afférences du même type que celles qu'on recrute quand on stimule les racines sacrées. Et avec ça, on peut imaginer donc des systèmes qui seraient plus simples à appliquer que d'aller dans le petit bassin. Alors aujourd'hui, il y a des systèmes à l'aiguille qu'en France, on ne peut pas utiliser parce qu'il faudrait ponctionner tous les jours et qu'un médecin qui a droit de piquer. Aux États-Unis, ça peut être fait par des tierces personnes. Il n'y a pas beaucoup d'études randomisées et contrôlées, mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'évoque le sujet, vous avez énormément de sociétés qui développent des systèmes soit qui sont collés de façon pérenne, et donc ce sont des électrodes patch avec la batterie et un émetteur externe, soit des systèmes où on va implanter une petite électrode par voie percutanée qui va rester à l'intérieur, et ensuite on va mettre une espèce d'outil circulaire autour de la cheville qui va émettre pour stimuler sur l'électrode qui est à l'intérieur. Donc, pour vous dire que l'imagination est là pour trouver des systèmes pérennes qui s'appliquent sur le nerf tibial postérieur. Et donc, ensuite, et je ne reviens pas dessus parce que ça a été fait, il y a des travaux extraordinaires de notre collègue Possever. J'admire ce changement de discipline au cours de la carrière, qui n'est peut-être pas si facile que ça à faire aujourd'hui en France, eu égard à la réglementation des DES et des spécialités, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, ce placement d'électrodes, moi, je rêve d'aller placer des électrodes pour d'autres idées qu'on peut avoir dans cette région-là. Le problème, c'est qu'avoir des électrodes autorisées au placement dans d'autres endroits, eh bien, ça se valide. Et nous ne pourrons pas le faire pour l'instant, sauf avoir l'appui de très grosses sociétés. Donc, ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 voies cliniquement disponibles et utilisées. Et c'est Finetec Brindley, Medtronic et Axonix pour la neuromodulation. Il y a plein du projet en cours et votre session, le programme est extraordinaire pour en parler. Mais je rappelle quand même qu'on est toujours dépendant du développement des DMI, du marquage CE et de l'évaluation de ces outils et qu'on ne peut pas s'exonérer de cela pour développer et publier nos travaux. Donc aujourd'hui, on garde une certaine limite dans l'engagement, même si on peut avoir des idées. Et je serai bien sûr ouvert à toute discussion. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Chartier-Cassler, pour cet excellent topo sur un bon état des lieux de ce que l'on peut faire actuellement en neuromodulation. Alors c'est vrai qu'en tant que gynécologue, on n'est pas les mieux placés pour parler de neuromodulation. Les urologues sont beaucoup plus au point que nous sur ce plan-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En attendant les questions, je peux déjà juste faire un commentaire. Monsieur Brindley était neuropsychiatre, hein, et il a développé une thérapie de stimulation pour le paraplégique. Dans la chirurgie de l'endométriose, il arrive que chez les patientes qui ont été opérées 3-4 fois, il y en envoie de temps en temps qui ont été multi-opérées, soit dysuriques, voire anuriques dans les suites. Est-ce que là, la neuromodulation dont vous avez parlé a son efficacité? Vous avez parlé moins de 30% d'efficacité en général dans les troubles fonctionnels urinaires? Alors, c'est une très très bonne question parce que c'est notre vraie vie d'urologue qui travaille avec les collègues gynécos s'occupant d'endométriose. Alors, il y a deux façons de répondre. Il y a la façon très pragmatique. La neuromodulation sacrée, on ne peut savoir si ça marche que si on l'a testé. Donc, en pratique, faire le test pour la patiente est une bonne façon de lui apporter la réponse. Le problème, c'est comme on a très peu de bons répondeurs, parce que dans l'endométriose, il y a une dénervation possible des plexus postérieurs de la vessie qui font qu'elle peut être totalement dénervée, et si elle est dénervée, la neuromodulation ne peut pas marcher. Donc, il faut trouver un moyen de prédire la persistance d'une capacité contractile et au moins d'un arc réflexe. Donc, on a l'habitude de faire des tests qu'on appelle des tests à l'eau glacée, qui ne sont pas d'une valeur prédictive absolue, mais qui nous permettent de savoir s'il y a encore une contraction et ou un arc réflexe, surtout, qui passe par les fibres C. S'il y a ça, on peut proposer le test à la patiente, sachant qu'il faut qu'elle soit prévenue qu'en cas d'échec ou de réponse incomplète, le traitement de référence reste l'autosondage et qu'il vaut mieux qu'elle reste à l'autosondage plutôt que d'avoir un système qui marche de façon incomplète sur le plan mixtionnel et l'oblige encore à se sonder un peu. Donc oui, c'est un domaine d'indication et c'est vraiment au cas par cas, avec des gens, des patientes facilement déçus, donc on est très prudent dans l'indication des tests. Merci. Des questions Je vais en poser une autre. Oui, Emmanuel, toutes mes félicitations, c'était très clair. Juste une question. Dans l'algorithme décisionnel ou les recommandations d'usage, est-ce que le passage par la neurostimulation néovertébrale postérieure est systématique avant l'indication d'un neuromodulateur dans les hyperactivités vésicales? Oui, c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, on aimerait avoir des études qui étudient la valeur prédictive positive. On ne l'a pas. En pratique, ce qui se passe, c'est qu'on fait commencer de faire la stimulation du nerf vertébral postérieur. C'est vrai qu'on l'utilise quasiment pour tous les patients. En revanche, ce n'est pas parce que ça a bien marché en tibial postérieur, qu'il oblige à le faire tous les jours une demi-heure chez lui, qu'on aura systématiquement une réponse positive avec la neurostimulation sacrée. Donc là, on rentre dans une discussion entre le choix pour le patient d'un traitement qui est plus le domaine de la rééducation active chez lui, qui l'oblige à le faire tous les jours, ou d'un traitement qui est installé, appliqué, qui marche tout seul quand il marche bien. Il faut quand même reconnaître que 80% des hyperactivités de vessie testées, implantées, positives, ça marche 10, 15, 20 ans, elles sont ravies. Donc, pas de lien de prédictivité de l'un sur l'autre. C'est de toute façon quasiment toujours utilisé maintenant de l'artère postérieure au moment de la rééducation et des anticholinergiques ou d'autosondage au moment des rétentions. Et puis derrière, si le patient l'accepte quand même la ponction sacrée, mais qui commence déjà à être un peu invasif, même si c'est du mini-invasif. Une question, Monsieur Chartier-Cassler. Dans le cadre des douleurs pelviennes et périnéales, est-ce que vous avez déjà pensez-vous que ce soit possible? Avez-vous déjà eu une expérience là-dessus, sur la stimulation du système nerveux végétatif, notamment au niveau du ganglion impar et précoxygien, ou alors les chaînes latérovertébrales, voir l'endroit où ces chaînes latérovertébrales rejoignent le névrax en regard de L2, par exemple? Alors, oui, ça fait partie, je fais partie de réseau de prise en charge de la douleur pelvienne, comme nous tous qui s'occupons de pelvipérinéologie. On rêverait de faire ça au pays. Il est évident qu'il y a un potentiel d'indication à cet endroit-là. Maintenant, on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas l'autorisation d'aller mettre l'électrode à cet endroit-là et qu'elle soit validée. Mais dans le principe, c'est absolument oui. Et à ma connaissance, ça a déjà été fait stimuler les chaînes sympathiques paravertébrales ou des choses comme ça.
Alors là, on peut s'adresser après ça, mais là, c'est moins mon domaine, à tous les collègues qui s'occupent de stimulation médulaire avec des électrodes qui sont montées le long de la moelle épinière pour les douleurs. Là, il y a sûrement une part de réponse qui des collègues qui connaissent ce domaine-là, je ne connais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour rester dans le domaine de l'algologie, quelle est ton impression des premiers résultats obtenus en utilisant la neurostimulation, la neuromodulation, pardon, dans les douleurs pelviennes, en particulier la cystite interstitielle? Alors, je ne sais pas s'il y a des études, on n'est pas tout à fait dans mon domaine de prédilection, mais tu as certainement quelques résultats préliminaires à nous rapporter. Oui, alors en gros, les études américaines l'appliquent très tôt dans la maladie chez des patients encore peu gênés et ont des résultats qui ne sont pas négligeables, avec 70% de réponse au test. En France, je ne sais pas pourquoi, on voit des femmes plus évoluées. Et donc, en fait, on n'utilise quasiment pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est souvent des patients qu'on voit qui ont déjà des vessies rétractées. Et donc, de toute façon, dans le bilan préalable, il faut avoir une évaluation vésicale sous anesthésie pour être sûr que les capacités physiques du réservoir ne sont pas encore trop atteintes par la pathologie inflammatoire qui est la cystite interstitielle chronique. Voilà. Donc, très, très mitigé et on ne pousse pas au maximum dans cette indication-là, telle qu'on voit, nous, les patientes, qui sont complètement différentes en typologie de celles qui sont rapportées dans les séries américaines. C'est assez étonnant et on a du mal à comprendre pourquoi. Remarque intéressante. En tout cas, merci. Je note que dans ta conclusion, tu précisais ton inquiétude quant au problème des DMI, à leur devenir, que ce soit les DMI qu'on utilise au quotidien ou les futurs. Est-ce que tu as des inquiétudes sur la reconfirmation telle qu'elle est envisagée pour les DMI qu'on utilise actuellement? Alors je crois que tu as abordé la question, mais est-ce que tu peux préciser les choses, du fait en particulier du goulet d'étranglement que l'on a au niveau des organismes notifiés, qui vont concerner à la fois les validations premières du marquage CE et aussi les reconfirmations, parce que là, on est dépendant pratiquement d'un seul industriel. Alors, je crois que pour les très gros industriels que sont Medtronic et Axonics, Axonics, ce n'est pas très gros, Medtronic, c'est une énorme multinationale, ils ont anticipé les choses et clairement, pas d'inquiétude sur le fait qu'ils réobtiennent leur marquage CE. En revanche, pour ce qui était du remboursement français, c'est pour ça que le registre a été fait, le registre SONS, qui était un énorme registre en termes d'investissement pour Medtronic, alors bien sûr qui va leur servir pour le marquage CE et son renouvellement, puisque ce sont des données de post-market. Mais donc pour les grosses sociétés, je n'ai pas d'inquiétude. Pour les petites, il y en a énormément qui commencent déjà à retirer des produits. Tous les produits qui étaient dans leur catalogue, qui n'avaient pas vraiment fait l'objet de grosses études post-market, malgré un marquage CE qui avait été mis dans le passé, ils vont les enlever. Donc on va perdre des produits. Pour ceux qui nous concernent aujourd'hui, je ne pense pas. Mais si on prend Finetech Brindley, petit marché, et je ne sais pas où ils en sont, mais ils vont avoir forcément à renouveler leur marquage CE. Je ne suis pas très près, mais ça pourrait entraîner un arrêt du produit. C'est tout à fait dans les choses possibles. Finetech n'a pas les moyens de refaire son dossier. Merci de ta réponse. C'est l'occasion de rappeler que, en fait, c'est une préoccupation que partage la quasi-totalité des spécialités chirurgicales et de médecine interventionnelle, et que l'Académie nationale de chirurgie s'est évidemment saisie de cette inquiétude partagée et n'a pas attendu ses premières constatations pour réagir. Et l'occasion de signaler également le travail actuellement fait, en particulier par Jean-Claude Coufinal. Et nous avons validé ce matin d'ailleurs un texte sur le sujet en conseil d'administration, mais d'essayer, on va dire, pour parler simple et rapidement, de mettre de l'huile dans les rouages administratifs pour permettre d'une part de limiter ce temps jusqu'à la validation, voire jusqu'au remboursement, qui est une véritable vallée du désert pour les jeunes sociétés qui lancent des produits innovants. La notion, toujours l'incertitude concernant un remboursement et son délai, qui est un frein évident aux investisseurs. C'est donc bien évidemment en pensant en particulier, en premier aux patients, que l'Académie nationale de chirurgie a décidé de se saisir de ce sujet d'une façon extrêmement concrète, et ça fera l'objet bien sûr de plusieurs présentations dans l'année à venir. Monsieur le modérateur. Je peux juste compléter ton propos. Il y a l'autre sens qu'on vient de vivre, qui est le produit remboursé passé à l'HRS, c'est l'industriel qui s'en va parce qu'il n'a pas assez de retour sur investissement. Parce
qui est absolument scandaleux en termes de comportement vis-à-vis des patients. C'est aussi un autre aspect. On va le vivre aussi. Merci beaucoup, Monsieur Chartier-Cassler, pour cette belle présentation et pour toutes les questions que ça a suscité.